conférence qui est dédiée à la production des contenus. À la production des contenus et notamment les moyens, les leviers, toutes les trucs, les astuces que nos collègues vont pouvoir vous apprendre, j'espère, aujourd'hui. Et je vais commencer par un rapide tour de table. Donc moi-même, je suis Thomas Chopy, je suis responsable de l'activité collaborative chez Smile. Et donc dans la collaboration, évidemment, on produit beaucoup de contenus et on aide nos clients à produire des contenus. L'idée étant effectivement qu'on va, dans ce cadre-là, dans le cadre de tout un tas de projets différents qu'on va évoquer, aider nos clients dans cette optique-là. Léon Cross, donc, qui est notre premier conférencier, donc, est président de Drupal France et intervient à ce titre aujourd'hui. Il participe également dans le cadre de la société Chipway à tout un ensemble d'activités liées à l'accompagnement des sociétés, des organisations sur Drupal essentiellement. Donc ça va être de la formation, du coaching et tout ce qui tourne autour de Drupal. Marc Brassier est responsable de Liferay au niveau commercial, donc il connaît très bien effectivement les problématiques des clients sur la mise en place de portails, notamment intranet, mais aussi internet, et tout ce qui tourne autour de la production, de l'agrégation, de la récupération des contenus notamment. Et puis Guillaume Lerouge, qui est responsable marketing chez XWiki, qui va produire donc une solution de wiki d'entreprise. Donc le wiki d'entreprise étant une solution qui est essentiellement dédiée à la production collaborative de contenu. Guillaume, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Sachant que effectivement le wiki, quand on utilise un outil de wiki pour faire son intranet, c'est vraiment pour favoriser la contribution, vraiment facilitée par tout un chacun et construire un intranet ou un site internet d'ailleurs sur cette logique-là. Alors on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce qu'on entend par contenu, qu'est-ce que c'est précisément que cette problématique qu'on a aujourd'hui, et notamment en attaquant ça sous l'angle qui nous concerne le plus, à savoir aujourd'hui dans le digital, le contenu c'est effectivement le Graal des années 2000. Tout le monde parle de produire des contenus, tout le monde parle de valoriser les contenus, de les exploiter au mieux, etc. etc. Et c'est réellement, ce que je mets ici, le Graal de l'ère digitale. Alors comment est-ce qu'on fait pour disposer de contenu, que ce soit pour son site internet, son intranet, son réseau social, son forum ou quelque autre plateforme digitale aujourd'hui? Grosso modo, on a trois moyens. Soit ce contenu existe déjà, et à ce moment-là, il existe déjà en interne de votre organisation, vous avez les droits dessus, vous pouvez vous abstraire de ces problématiques de droits d'auteur ou quasiment, et on va simplement recycler ce contenu. Donc on va réexploiter ce contenu, le transformer éventuellement, parfois le réécrire, c'est nécessaire, pour le réutiliser sur un média digital, ou en tout cas multicanal. La deuxième solution, c'est qu'on va capter ce contenu depuis l'extérieur de l'organisation. Donc on a un ensemble de contenus qui sont publics, ou bien qui sont libres de droit, ou bien qu'on peut également acquérir, on peut acheter également des contenus à l'extérieur, de façon à enrichir le contenu de son propre site, de son propre intranet, pour informer ses collaborateurs, pour faire valoir son entreprise à l'international, etc. Et donc là, on va essentiellement piloter l'acquisition de ces contenus, donc ça va passer par du contrat évidemment, mais ça va passer aussi par des moyens techniques qui vont être utilisés dans le cadre de cette acquisition. Et puis le troisième, qui est celui auquel on pense le plus naturellement quand on parle de production de contenu, et on va surtout parler de ça aujourd'hui je pense, c'est effectivement la production de contenu à proprement parler. Donc quand on parle de contenu, on parle évidemment de contenus éditoriaux dans un premier temps, mais on parle également d'images, on parle de vidéos, on parle de contenus structurés, non structurés. Et donc tout ça, vraiment, ça entre dans le périmètre de ce que l'on souhaite aborder dans les 40 minutes qui nous restent. Pour prendre quelques exemples sur Internet, des choses que j'espère vous connaissez, donc NetVibes, Flipboard ou Gallica, pour être plus proche de nous, sont réellement des plateformes qui ne possèdent pas de contenu en propre. Voilà, il n'y a pas de contenu qui est produit spécifiquement pour ces plateformes, ou vraiment une partie infinitésimale. Et par contre, elles sont extrêmement fortes sur la réexploitation de contenus qui sont présents par ailleurs. Je pense que tout le monde connaît NetVibes. Qui ne connaît pas NetVibes? Petit sondage. D'accord. Quasiment tout le monde connaît NetVibes. Flipboard, c'est un petit peu plus récent, c'est surtout sur les mobiles que ça va être utilisé. Et puis Gallica, alors c'est un petit peu plus confidentiel, mais c'est quand même un énorme projet de la Bibliothèque nationale française qui a pour vocation justement à dématérialiser tous les contenus papier qui existaient préalablement exclusivement en format papier et qui sont maintenant en ligne. Et donc vraiment, l'objectif de ces différents projets, c'est réellement de valoriser le contenu qui existe
en le mettant à disposition de l'utilisateur sur une forme aussi optimale que possible. Et donc là, leur problématique à eux, et on va détailler ça, c'est effectivement de réexploiter des contenus qui existent déjà, donc il n'y a pas de coût d'acquisition, qui est une partie importante du coût de production des contenus. La deuxième option, ça va être effectivement de capter des contenus. Donc la captation de contenu, ça peut se faire, là j'ai pris des grandes plateformes internet, mais ça peut se faire également sur des intranets. C'est un peu moins visible, bien sûr. On va simplement, quelque part, ici, s'occuper de récupérer des contenus auprès de gens qui les produisent pour vous. Donc ça peut être contre rétribution ou dans un échange dont on va parler, ou ça peut être comme YouTube, par exemple, simplement le fait d'avoir une plateforme, vous mettez à disposition une plateforme qui vous permet de publier des vidéos de façon très ergonomique. Et bien ça, déjà, en soi, ce service-là a une valeur, et du coup, les gens viennent uploader quelques centaines d'heures de vidéos par seconde sur YouTube pour cette raison-là. Wikipédia, dans une optique tout à fait différente, les gens peuvent venir contribuer sur Wikipédia, alimenter Wikipédia, commenter, etc. Vous connaissez le principe de Wikipédia. De la même façon, ici, c'est du crowdsourcing essentiellement. Et puis le dernier mode, et j'aurais quasiment fini sur mon introduction, c'est vraiment le fait de produire des contenus en interne. Donc ce sont des services communication, marketing, des services qui sont dédiés à la génération de contenu et à leur exploitation, qui vont mettre en œuvre une usine de production de contenu, comme on peut mettre en œuvre un site internet par exemple. Et donc là, toutes les questions qui vont se poser, ça va être autour du qui produit, pourquoi est-ce qu'on produit, dans quelle optique on produit, comment est-ce qu'on rémunère ceux qui produisent, est-ce que c'est en temps, est-ce que c'est un salaire, est-ce que c'est une prestation extérieure, etc. Alors quand on a préparé cette table ronde avec mes invités d'aujourd'hui, on a surtout parlé de deux grands modèles de production. Le premier modèle de production, qui est un modèle qu'on appelle le one-to-many, donc c'est une personne, un organisme, en tout cas un petit nombre de personnes, few-to-many, qui va produire des contenus qui sont après exploités par un très grand nombre, donc qui sont lus, qui sont vus par un très grand nombre. Donc ça, c'est un premier mode de production qu'on a identifié, qui est assez clair et assez courant sur Internet notamment. Et puis un deuxième mode, qui est celui des réseaux sociaux par exemple, qui est celui de plus en plus de plateformes aujourd'hui, et on va comprendre un peu pourquoi, notamment au niveau du modèle économique qui est derrière, c'est la plateforme du many-to-many. Donc là, n'importe qui produit pour n'importe qui. Facebook est un bon exemple de ça. Vous êtes sur Facebook, vous allez produire un article, une news, un billet d'humeur, une photo, n'importe quoi, et là vous allez instantanément le diffuser à beaucoup de personnes. Et néanmoins, par derrière, ce contenu peut être exploité également par la plateforme pour d'autres choses. C'est le cas sur Facebook, c'est le cas sur la plupart des réseaux sociaux publics, mais c'est également le cas dans l'interne, dans les intranets. Encore une fois, un contenu qui est très apprécié au niveau de communauté de pratique peut être réexploité par un administrateur ou un gestionnaire pour le mettre en valeur au niveau de la home du site si ça t'intéresse. On va refocuser un petit peu sur le sujet du jour, maintenant que j'ai brossé un petit peu le tableau rapidement. L'idée, c'est vraiment de parler aujourd'hui, et donc de laisser la parole à mes invités sur les leviers pour favoriser la production des contenus. Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite parler en premier. Bonjour, donc Guillaume Lerouge de chez XWiki. D'abord, soyez courageux, c'est la dernière intervention avant le keynote de clôture. On va essayer d'être le plus intéressant possible et de vous garder éveillé jusqu'à la fin. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai commencé chez XWiki il y a à peu près 7 ans, ça fait un moment. Quand j'ai commencé, j'étais encore étudiant, je découvrais un peu le monde de la production de contenu et des CMS. Et dans mon idée, alors, donc dans les wikis, vous avez un concept de base qui est, a priori, n'importe quel utilisateur logué peut aller facilement mettre un jour un contenu existant ou contribuer à une nouvelle page. Et donc dans mon idée, c'est des outils qui allaient être pris en charge et utilisés par les entreprises et par des communautés pour facilement publier et mettre en ligne des contenus. Et ce dont je me suis aperçu, une des premières choses que j'ai découvertes et qui est un peu contre-intuitive parfois, c'est que la production de contenu, pour la grande majorité des gens, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Pour beaucoup de contributeurs potentiels pour des sites, outre ceux dont c'est le métier qui sont chargés de publier de l'information, eh bien, publier un contenu, c'est une tâche qui peut être difficile, et difficile à beaucoup de niveaux. Ça peut d'abord être une tâche qui est compliquée d'un simple point de vue technique. Les gens ne savent pas forcément comment faire pour ajouter ou mettre à jour un contenu. Et c'est une tâche qui peut être difficile du point de vue de qu'est-ce que je dois faire. Typiquement, est-ce que j'ai le droit ou pas de mettre à jour un contenu ou de le modifier? En admettant que j'ai le droit et que je sache ce que je veux faire, à quel endroit je vais le mettre en ligne,
de quelle façon, est-ce que je dois demander une validation ou pas? Et toutes ces questions-là, toutes ces étapes-là, si une organisation n'a pas défini une stratégie assez claire et cohérente pour dire voilà quel type de contenu, où ils doivent être mis, quelles sont les personnes qui peuvent ou qui doivent les contribuer et qui accompagnent ces contributeurs potentiels dans cette démarche, eh ben, c'est extrêmement difficile d'accompagner les gens et de les inciter à contribuer. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Vous m'entendez là? Ok. Moi, je dirais que il y a plusieurs cas de figure, en fait. Il y a des contributions qui ont une portée, une pérennité qui va être différente, mais je dirais qu'il y a une règle assez importante pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, c'est la facilité. Il faut rendre l'outil facile à utiliser. Ça veut dire aussi adapter et avoir des ergonomies différentes en fonction des capacités des contributeurs. Donc pour le contributeur de base ou nouveau, ou le Quidam, c'est vraiment un flux qui soit super simple à utiliser, auto-explicite. Pour un contributeur plus évolué, lui donner plus de possibilités, etc. Et afficher éventuellement, par exemple, que c'est modéré au départ, avant publication, ou que ce sera modéré ensuite. Cette facilitation, je pense qu'elle est importante au niveau psychologique également. Donc, c'est expliquer, si c'est ouvert à tout le monde, que tout le monde peut contribuer et que ça ne sera pas, je dirais qu'ils ne vont pas avoir des pénalités parce que ce qu'ils ont contribué est mal vu, etc., mais les aider à rentrer dans l'outil, à contribuer et les tirer vers le haut progressivement de façon à ce qu'ils se disent « j'ai contribué quelque chose, on ne m'a pas tapé sur les doigts, finalement je suis assez satisfait, j'ai encore envie de contribuer à nouveau ». Alors, sur la notion de production de contenu, nous ce qu'on voit généralement, les retours d'expérience qu'on a, sur LiveRay en tout cas, on a plutôt une expérience avec des grands comptes et assez facilement, généralement, ce qu'ils mettent en place c'est un socle technique multisite, multilingue pour l'ensemble de leurs filiales ou de leur pays. Et alors cette notion de multisite, il y a bien un socle technique commun, d'accord, qui permet de rationaliser éventuellement les coûts. Cependant, chaque marque ou chaque filiale reste maître de son contenu. L'idée derrière ça, c'est de dire, voilà, j'ai une filiale, je travaille dans une banque, j'ai une filiale leasing véhicule, et puis j'ai une autre filiale qui fait la banque de financement. Et ben, il y a un certain nombre de contenus qui peuvent être partagés entre ces différents sites. Et il y a cette notion de hiérarchie de site parent-fils, fils-fils, sur lequel on partage du contenu. Et l'idée, c'est que chaque filiale puisse produire du contenu, mais que ces contenus puissent être réutilisés à la volée, et quand ils le souhaitent, par toutes les autres marques ou toutes les autres filiales dans les différents pays, si c'est traduit. Dans le même esprit, ce que nous voyons sur certains projets, c'est des cas où des contenus qui sont produits à l'origine pour un intranet doivent être facilement réutilisables et réexploitables sur un site internet. Il y a dans pas mal de boîtes, sur certains sujets, entre la communication interne et la communication externe, il y a beaucoup de sujets communs ou de points qui peuvent être abordés des deux côtés. Et donc on voit des systèmes où, au niveau interne, on publie un contenu qui a vocation à être validé et tout ou partie de ce contenu va se retrouver immédiatement ou plus tard sur le site internet. Je prolongerai cet aspect diffusion multiple. En fait, Drupal de base est constitué, en fait, on structure des données et on va pouvoir les réutiliser à différents endroits. Donc ça rejoint la notion de recycler des contenus. L'utilisateur va, sans le savoir, forcément créer, renseigner des structures de données et on va pouvoir, on va l'informer bien sûr, mais les réutiliser à la fois sur le site intranet, éventuellement pouvoir les publier sur le site web public, voire les fournir à des web services, etc. Voire les fournir aussi à des réseaux sociaux, on a parlé de Facebook, LinkedIn, etc. L'idée, c'est de simplifier la tâche et d'avoir, je dirais, du contenu matière que l'on va pouvoir réutiliser de différentes façons, à différents endroits, avec éventuellement des contrôles sur où on le publie en fonction de quel contenu, est-ce que c'est validé, etc.
mais simplifié pour que ce que fournit l'utilisateur soit vraiment réutilisable. Là-dessus, si on prend, effectivement, réutilisable, si on prend la notion, si on reste sur l'aspect intranet, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une réutilisation du contenu, on est plutôt sur la communication, enfin des templates structurés. Un article, c'est un champ titre, un champ date, une en-tête et puis tout un texte. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette communication top-down, d'accord. Donc, on impose des gabarits aux différents intranautes. On impose aussi, encore aujourd'hui, des informations qui ne sont pas forcément pertinentes selon le métier que vous avez au sein de l'entreprise. Mais à contrario, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'on laisse un peu plus de champ de liberté en termes de contribution aux utilisateurs finaux. Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir créé une page ou une communauté, je ne sais pas, typiquement RH, d'accord. Donc vous avez tout un ensemble d'informations qui sont liées au RH, et puis vous avez dans cette page tout un bloc, d'accord, qui est disponible pour l'utilisateur final et qui peut personnaliser à la volée avec des contenus qui peuvent être issus, par exemple, d'une communauté, enfin, ou d'un site lié, par exemple, aux ventes, ou qui peut être lié au marketing, etc. Donc, il peut aller, en fait, aller tirer du contenu d'autres sites intranet. Alors, on sort un petit peu du débat parce que c'est plus vraiment de la production, c'est pas tout à fait de la production de contenu, mais c'est un point qui est important en termes de visibilité et d'intérêt que les personnes ont à visiter le site web ou en tout cas l'intranet. Alors effectivement, le contenu, c'est vraiment le nerf de la guerre. Enfin, vous l'avez tous un petit peu dit, c'est au travers du contenu que l'intérêt d'un site, d'un intranet se fait. L'intérêt du contenu, c'est aussi quel contenu on présente, effectivement. C'est aussi les droits qui sont associés effectivement au contenu. Tout ceci est extrêmement important. Ce qui est un petit peu en ligne de fond de ce que vous avez dit dans cette première partie, c'est avant de penser production de contenu, comment est-ce qu'on va les produire, c'est peut-être de penser gouvernance, pour prendre un gros mot, gouvernance des contenus. Qu'est-ce qu'on va donner comme ligne éditoriale, par exemple, à un intranet ou un site internet. Et du coup, on va en déduire un certain nombre de moyens qui vont pouvoir être mis en œuvre pour produire justement ces contenus sur le site. Quand on a préparé cette table ronde, on a parlé de 3 axes essentiellement. Donc le premier, c'est l'axe fonctionnel. Qu'est-ce que fonctionnellement on peut faire une fois qu'on a décidé justement de la grande stratégie de production de contenu? Qu'est-ce que fonctionnellement on peut faire pour aider, améliorer, fluidifier un petit peu cette production de contenu? Et après ça, on va aborder les 2 autres sujets que sont effectivement l'ergonomie que tu as recité, Léon, et puis les aspects techniques un petit peu qui étaient un petit peu sous-jacents à ce que vous avez évoqué également. Donc je vous propose d'insister un petit peu plus sur le focus sur l'aspect fonctionnel, sur l'aspect fonctionnel des solutions que vous connaissez, des sites qui sont existants et qui fonctionnent bien justement. Qu'est-ce qui, dans ces sites-là, fait que le contenu est facilement produit finalement pour l'usage qui est derrière? Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a un peu 2 approches. Il y a une approche qui est, quand on est sur du CMS pure web, la partie ergonomie, facilité d'utilisation de l'outil. Mais en amont de ça, et dans beaucoup de sociétés, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent énormément de contenu qui existe ou qui préexiste en interne, d'une part. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens qui sont des contributeurs potentiels, qui sont habitués à des outils, notamment des outils bureautiques. Au premier rang, on parle de Microsoft Word, évidemment. Et un grand pas pour les aider à contribuer, c'est de se mettre à leur niveau et de les aider depuis leurs outils du quotidien à contribuer facilement. Sur ça, nous, ce qu'on voit sur les projets qu'on a pu faire avec XWiki, c'est 2 choses. D'une part, on propose des outils pour importer et convertir des documents Word ou LibreOffice en mode wiki, en mode web. Donc c'est un premier élément qui est extrêmement important parce que Word reste un très gros outil de production de contenu utilisé par beaucoup de gens et on a certains clients qui font intervenir par exemple des experts pour contribuer des contenus sur leur site et tous ces experts, ils passent par un template Word pour rédiger leur contenu et il faut travailler à partir de là pour en faire quelque chose d'exploitable en ligne. Et ça, même si, en tout cas dans mon cas, je sais que je vis très bien sans Word, ce n'est pas le cas de la majorité des contributeurs aujourd'hui. C'est un premier point. Le second point, et c'est un peu lié à ce point-là, chez certains clients, on a un gros patrimoine des documents existants et également beaucoup de documents PDF. Et donc sur certains sites qu'on fait, qui sont plutôt des centres de ressources documentaires en ligne, ce qu'on s'est appliqué à faire, c'est à gérer dans l'outil, dans le CMS, tout ce qui est métadonnées, chapeau, les associations associées à ce fichier PDF, mais aussi mettre une visionneuse performante avec le fichier affiché directement dans la page web, de façon à ce que les contenus préexistants soient exploités et facilement visibles dans les pages,
sans avoir besoin de se lancer dans une opération lourde de conversion ou de modification de tous ces documents préexistants. Oui, effectivement, je discutais tout à l'heure sur le salon avec quelqu'un qui travaille sur une application. C'est un peu l'inverse, en fait. Il fournit en sortie des documents Word parce que le besoin, en fait, c'est à un moment donné de sortir un document Word. Moi, je prendrais en termes de fonctionnalité un exemple qui est le cas des journalistes de Radio France qui ont un outil qui s'appelle Scaldé qui leur permet de gérer les médias. Et donc, ils ont des bibliothèques, ils peuvent préparer des filtres sur les thématiques qu'ils traitent, etc. Quand ils arrivent le matin, en fait, ils ont tout un tas de médias, sons, images, vidéos à portée de la main. Et lorsqu'ils rédigent un contenu, ils vont pouvoir juste tirer un de ces médias et le dropper sur un champ de texte dans lequel il va s'insérer. Et en plus, donc, Scaldé avait été récompensé l'année dernière au CMS Day pour le back-office. Voilà le principe, en fait, ils peuvent faire des filtres. Ils ont toute une série de médias, ils cliquent dessus et ils le tirent sur le champ de texte. Donc ça avait été récompensé l'année dernière par une innovation, je ne sais plus comment vous l'appelez, le prix. Et ce que ça rajoute aussi, c'est là, il y a une problématique sur la réutilisation qui est liée aux droits. Ils ont des droits sur telle vidéo, par exemple, pour tel pays, de telle date à telle date, etc., réutilisation ou pas. Et le système le gère. Le journaliste n'a pas à s'en préoccuper. S'il n'a pas le droit de l'utiliser, ça ne va pas lui afficher. Voilà. Ça, c'est le cas d'un intranet, si vous voulez, mais ça va dans ce sens de simplifier la création de contenu. J'ai pas de screenshot, ouais, en termes de fonctionnalités sur l'iFray, il y en a 2-3 qui sont intéressantes. La première, c'est pour des contributeurs, pour des simples contributeurs, en fait, on a une fonctionnalité dans l'iFray qui permet d'aller faire une recherche dans le scope global, c'est-à-dire vous managez une centaine de sites web. Vous pouvez faire une recherche dans le scope global, trouver une news, et cette news elle va être taguée, par exemple, actualité. Vous le prenez en drag and drop, d'accord, vous la déplacez sur le portail, et automatiquement elle est mise en forme dans le template parce qu'elle a été taguée news, donc elle s'affichera titre, date, etc. Si on prend, je sais pas, le mot du président, si elle a été taguée mot du président, et ben ça sera un autre template. Donc la mise en contenu est déjà en fait réalisée, donc il n'y a rien à faire. Pour l'utilisateur final, c'est un drag and drop et c'est automatiquement mis en forme dans le bon template et dans le bon gabarit graphique. Il y a ça. Sur une autre fonctionnalité intéressante, c'est que aujourd'hui dans l'iFray, donc bien sûr, on est responsive design et puis adaptatif. Et vous avez cette notion de prévisualisation, c'est-à-dire que vous pouvez prévisualiser votre contenu au sein du site web et voir son apparence dans une tablette. Et à contrario, vous pouvez très bien aussi produire du contenu à partir d'une tablette et le pousser directement sur votre instance de production. Enfin, généralement, c'est plutôt en instance de pré-production, après il y a un workflow et ça passe en prod. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, une responsable de com peut très bien prendre sa tablette dans le train, activer le mode Insight Editing, corriger par exemple une faute d'orthographe et le pousser en prod depuis sa tablette si elle est dans le TGV en 3G par exemple. Et puis une dernière fonctionnalité, alors c'est pas tout à fait lié à la production de contenu, mais... Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va faciliter, voilà, on va presque être dans l'innovation, parce que les fonctionnalités classiques de production de contenu, je pense que tout le monde ici les connaît, c'est vraiment les fonctionnalités qui, selon vous, vont faciliter la production, permettre de la réutilisation, encore un petit peu comme ce qu'on a vu sur Scaldé par exemple, des choses comme ça. En termes d'innovation, je ne connais pas beaucoup d'outils aujourd'hui qui te permettent, à partir de ton iPhone, de pouvoir publier directement en prod sur ton intranet ou sur ton site web. Que ce soit un smartphone ou une tablette, peu importe, ou un PC. Et tout ça en profitant de cette notion de responsive design. C'est-à-dire que tu vas être sur ta tablette, tu vas pousser du contenu, mais sur le PC de l'utilisateur final, tu n'auras pas le même affichage que sur ta tablette. Tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, enfin c'est Guillaume je crois qui a évoqué le sujet tout à l'heure, la question des droits et des process de validation, c'est effectivement une question qui est assez importante je pense dans les processus de production de contenu, dans la mesure où aujourd'hui, dans les grandes entreprises, tout le monde veut avoir quand même le contrôle sur ce qui se passe au niveau en tout cas de l'information corporate, et le fait de fluidifier effectivement un processus de validation parce que la personne va recevoir une alerte sur son smartphone, va pouvoir valider depuis son smartphone par exemple, ça c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant. Le fait d'avoir des workflows d'approbation qui soient différents en fonction de qui produit, qui
vers quoi on publie, quel type d'informations, etc. C'est également des fonctions qui vont être tout à fait utiles dans le cadre de production de contenu. Sur ce sujet-là, et pour rebondir, je pense qu'au-delà de la partie purement fonctionnelle, où effectivement on a besoin de workflow, on a besoin de validation, on a besoin de savoir qui autorise tel contenu à être mis en ligne en production, on en revient au sujet de la gouvernance et de l'importance d'être extrêmement rapide et réactif pour ne pas démotiver des contributeurs. Nous, on sait que sur certains sites, pour des contributeurs qui sont volontaires et qui ne sont pas rémunérés, c'est difficile pour eux s'ils mettent quelque chose en ligne, ils le proposent, ils le demandent en validation, et qu'ils n'ont pas de réponse pendant une semaine ou 10 jours avant que ce soit poussé effectivement, ou même pas le moindre feedback leur disant votre contenu a bien été pris en compte, nous allons le mettre en ligne ultérieurement, et ben ça les démotive très rapidement. Donc dans certaines organisations où on souhaite faire participer un plus grand nombre de contributeurs, c'est important de bien comprendre leur motivation et de leur faire un feedback très régulier pour qu'ils sachent ce qu'il se passe avec les contenus qu'ils ont contribué, et même au-delà de la publication, une fois que ces contenus ont été mis en ligne, qu'ils sachent qu'ils ont été valorisés, s'ils ont été vus par un certain nombre d'utilisateurs, et qu'ils aient vraiment quelque part un retour sur investissement émotionnel, on va dire, sur le travail de création et de publication de contenu qu'ils ont pu faire. Là, sur la facilité de contribution, je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure. Contribuer via son smartphone aujourd'hui, c'est pas mal. On aura deux bases dans Drupal 8, l'accès au back-office par le smartphone. C'est vraiment un plus parce que les jeunes sont dans l'immédiateté et donc ils ont besoin tout de suite d'avoir un résultat. Et par rapport au workflow, on va pouvoir faire des workflows assez sophistiqués. On va dire, si ça concerne toute cette thématique ou ces thématiques, le workflow est simplifié. Et si par contre ça concerne l'engagement de l'entreprise juridique, RH, etc., le workflow sera un peu plus long. Et par contre, effectivement, il va falloir que ça soit validé rapidement pour ne pas, je dirais, faire renoncer le contributeur. Je me suis connecté sur Quora, il faut déjà sélectionner 10 thématiques pour pouvoir faire continue. C'est le genre de choses qui nous freine en fait en tant que contributeur. Si on a des trucs comme ça, il faut en choisir 10. Et en plus, ça trouble un peu la création de contenu parce que j'ai pris les 10 premiers parce que ça m'agaçait. Et du coup, ce n'est pas du tout les thématiques qui m'intéressent. Après le fonctionnel, c'est quoi ta troisième question? Ergonomie technique. Ergonomie, ok. Sur la partie fonction, je pense qu'on est assez clair sur la notion de gestion de contenu. Et globalement, hein, je pense que la grosse problématique que vous rencontrez en entreprise, c'est plutôt quelle exploitation on fait des contenus. Parce que globalement, en fait, si vous regardez bien dans une entreprise, tous les employés sont potentiellement des producteurs de contenu. Moi, globalement, bon, je collabore en interne, etc. J'informe mes collègues de différents sujets sur les aspects commerciaux, mais globalement, vous prenez n'importe quel commercial dans une entreprise, à partir du moment où il remplit Salesforce, c'est ni plus ni moins que du contenu. Voilà. Et en fait, la grosse problématique, c'est un peu moins finalement sur la partie contribution, c'est vraiment sur l'exploitation qu'on fait de ces contenus. Je suis persuadé qu'il y a déjà 99% de la connaissance qui est déjà présente au sein de votre société. C'est juste que effectivement, il faut trouver les bons moyens pour les afficher et pour avoir un rendu convenable pour tous les autres intranautes ou internautes. Oui, sur ce point-là, nous, dans une grande partie des projets qu'on fait, on intervient dans des cas où il y a énormément de contenus qui existent déjà, mais qui sont simplement mal organisés, mal rangés, difficiles à trouver et difficilement accessibles. Et la plus grosse partie des projets, c'est de réorganiser, refaire un plan de classement qui permet d'accéder facilement au contenu et retaguer tous les contenus existants pour les positionner au bon endroit et les rendre accessibles, en fait, tout simplement, et indexés. Alors sur la question de l'accessibilité, puisque tu as prononcé le mot, l'idée c'est aussi de parler d'ergonomie, puisque une des grandes problématiques qu'on a évoquées déjà plusieurs fois, mais qu'on a bien identifié en amont de cette préparation, c'est de dire qu'aujourd'hui, si on veut que les gens produisent des contenus, il faut leur proposer des interfaces de contribution qui soient à la fois très simples pour des utilisateurs qui sont peut-être occasionnels, à la fois très puissantes et très riches pour des utilisateurs qui sont plus des power users ou des gens qui contribuent très régulièrement. Sur ces questions-là, est-ce qu'il y a des choses à ajouter peut-être par rapport à ce qui a déjà été dit, ou est-ce que... Globalement, ce qui marche pour les simples contributeurs, je ne parle pas là des vrais responsables de com qui ont des responsabilités un peu plus larges en termes de production de contenu, mais pour des simples contributeurs, il faut obligatoirement avoir ce que je vois du moins, des contenus vraiment structurés. C'est-à-dire, je choisis un template de tel
pour afficher telle news, par exemple, il faut que ce soit vraiment, vraiment ultra cadré et que derrière, il y ait un workflow de validation, etc. Oui, je suis d'accord là. Sur des contributeurs de base, par exemple, on va leur mettre quelques cases à cocher et en fait, ça va aller se positionner aux endroits pertinents dans le site. On va surtout pas leur demander de toucher au moindre menu, etc. Et du contenu structuré, facile à créer. Et puis, je suis d'accord avec Guillaume. Effectivement, il y a beaucoup de contenus qui existent déjà. Donc là, on va préparer des structures de données et puis on va importer un maximum de ces contenus de façon à ce que les gens retrouvent déjà des choses qu'ils ont pu créer autrement et qui soient déjà un petit peu dans un mouvement qui est lancé. Démarrer un site qui est quasiment vide, c'est assez difficile. C'est comme la première question, c'est assez difficile la première contribution, quoi. Donc ça me permet d'enchaîner sur la dernière question, le dernier axe plutôt qu'on avait défini, c'est vraiment la question de l'intégration des contenus entre eux. Donc aujourd'hui, les contenus dans les organisations sont plus ou moins répartis en silos. Vous avez Salesforce d'un côté, vous avez la gestion documentaire de l'autre, vous avez l'intranet, vous avez le site internet, vous avez la base de médias, vous avez la base de vidéos, vous avez le compte YouTube de l'entreprise sur lequel il y a des vidéos, etc. etc. Et l'idée vraiment, c'est de proposer donc, des choses qui permettent d'agréger tout ça. Donc là, on est vraiment dans une logique de portail, par exemple, d'agrégation dans lequel, sur un portail, on va faire remonter de l'information. Donc là, on est dans une logique d'exploitation de contenu. Je dirais que pour la partie production de contenu et vraiment facilitation de la production de contenu, donc il y a quelques pistes qui avaient été données, c'est par exemple le fait de s'authentifier automatiquement sur les différents outils. Ce qui fait que quand vous allez vous connecter sur un outil, vous êtes connecté sur les autres, et si vous avez besoin d'utiliser un autre outil pour faire appel à la base d'images, comme on a vu tout à l'heure sur les journalistes de Radio France, vous êtes déjà connecté, vous avez déjà accès à un panel d'images qui sont vos images auxquelles vous avez accès. Donc ça, c'est aussi une façon de faciliter l'intégration de contenus existants, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être qu'on aurait cités ou évoqués rapidement sur lesquels vous voulez revenir? Donc vraiment, qu'est-ce qui, au niveau technique, va nous permettre de produire plus facilement du contenu, de permettre aux utilisateurs de produire plus facilement du contenu? On a parlé des imports, par exemple, ça me paraît être un vrai sujet. Le fait de récupérer des contenus via des interfaces qui sont le plus automatisées possible, le plus facile possible. C'est un autre exemple. Un des points forts, notamment, puisqu'on est un peu dans le domaine de l'open source, enfin, un des points forts notamment des solutions open source, c'est notamment cette partie respect des standards. Donc il y a des normes qui permettent d'intégrer d'autres solutions, type CMS. Nous, on fournit des connecteurs pour 1, 2, 3, 4 solutions, SharePoint, Documentum, Nuxeo, Alfresco, et qui nous permettent en fait de tirer parti en fait de ces contenus qui sont déjà structurés, qui sont déjà disponible dans une base de connaissances, mais après il reste cette problématique de diffusion, et donc la problématique de diffusion est traitée à travers le portail qui sert d'interface graphique. Donc là, c'est vraiment la réexploitation des contenus qui préexistent, effectivement. Oui, le principe des connecteurs est tout à fait intéressant, effectivement, vers des Alfresco et autres, avec des interfaces standardisées. Je pense que c'est un point important qui va simplifier la maintenance et l'évolution. Après, il y a des systèmes comme le XML, les flux RSS. Parfois, on n'y pense pas, mais déjà, c'est des façons de réinjecter des flux de différentes façons, plus ou moins pérennes. Soit on les injecte en tant que contenu sur un site Drupal ou un intranet, soit on les affiche simplement et on va les visualiser. Et puis, il y a aussi tous les aspects web service qui ouvrent en fait la plateforme sur laquelle, vers les différentes solutions, de façon à intégrer tous ces contenus, y compris ce qui est sur Twitter ou autre. Oui, c'est quelque chose qu'on voit effectivement assez fréquemment sur les sites. Le fait d'aller se brancher sur une source externe via un flux RSS ou des flux XML spécifiques, et le fait de soit récupérer tout ou partie des contenus ou de renvoyer sur le site d'origine dans certains cas. Et après, un peu lié à ça, mais qui est plus sur une problématique de valorisation, on voit aussi beaucoup d'intégration effectivement avec tout ce qui est réseaux sociaux, pour aller pousser un contenu sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres médias, et lui donner plus de visibilité, ce qui est d'une certaine façon un moyen de valoriser aussi la contribution du contributeur initial, parce que sa contribution n'est pas limitée à l'endroit où il a publié sur votre site, mais elle est diffusée de façon plus large potentiellement sur ces médias-là. Ça rejoint la valorisation de l'utilisateur ou du contenu. On se pose, enfin, c'est une question que tu vas poser ou pas? En fait, par exemple, actuellement, on travaille sur un intranet, et ce que veut le client, c'est valoriser le contenu et surtout pas la personne. Elle sera valorisée indirectement, mais ils disent qu'on veut pousser en avant, c'est mettre en avant des contenus qui sont vraiment demandés. Et dans d'autres cas qui sont plutôt, qui penchent un peu vers le réseau social de l'entreprise, on va un petit peu plus
valoriser la personne elle-même à travers tout un tas de systèmes de points, de favoris, de likes, de changements de grade, de droits nouveaux sur le système, etc. Oui, effectivement, si on aborde la notion de RSE, la notion de RSE est vraiment, en termes de production de contenu, en tout cas, je pense que ça prend largement le pas sur la partie gestion de contenu simple ou plutôt orientée WCM, quoi. Aujourd'hui, dans la plupart des portails qu'on voit, surtout en intranet d'ailleurs, hein, puisque la partie RSE est surtout utilisée en intranet, dans chaque intranet aujourd'hui, dans tous les comptes qu'on a, il y a forcément un encart à un moment donné RSE lié à l'activité de la personne ou au profil de la personne sur lequel il y a des remontées de flux. Et c'est ni plus ni moins que de la production de contenu faite par un certain nombre de contributeurs. Et après, on la partage comme ça assez simplement en l'exposant soit sur l'intranet, soit sur les canaux mobiles, par exemple. Alors effectivement, le RSE, c'est donc le réseau social d'entreprise, ou le réseau social Internet d'ailleurs, parce qu'on a le cas également sur Internet. C'est effectivement non seulement une mode qui est quand même bien ancrée maintenant avec Facebook comme précurseur, il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver dans les entreprises de façon très forte. Des entreprises comme SFR, comme Société Générale, comme des très grandes entreprises françaises et américaines, bien sûr. Enfin, partout dans le monde, ça se diffuse énormément. Et aujourd'hui, la production de contenu, on va dire, purement digitale, donc qui n'a d'usage que sur un intranet, elle est peut-être pas encore majoritairement, mais je pense qu'on atteint le 50% d'informations qui sont produites via des RSE. Ça, c'est évidemment une partie très importante de la production de contenu. Alors, ça ne concerne pas encore beaucoup les contenus qui sont sur les sites internet, puisque les entreprises qui produisent de l'information pour l'afficher au niveau corporate sur leur propre site, à ma connaissance, ne font pas encore beaucoup appel à des contributeurs qui sont n'importe où dans l'entreprise. C'est encore relativement organisé, structuré, avec un service de com, etc. Mais on commence à voir des petites organisations, par exemple, qui n'ont pas forcément énormément de moyens à mettre sur la communication externe, qui demandent à tout à chacun de participer, de mettre à jour l'information. Guillaume me parlait d'un site internet sur lequel effectivement c'était une assez large communauté de personnes qui avaient les droits pour mettre à jour le site internet de l'organisation. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années et qui sont, je pense, de plus en plus fréquentes. Donc ça, c'est sur la partie ouverture de la contribution à un public peut-être plus large que ce qu'il y avait précédemment. Donc ça passe par des fonctions de facilitatrice, et puis ça passe par une ergonomie évidemment très travaillée, puisque les contributeurs contribuent moins souvent à un ensemble de contenus donnés, et donc ils ont besoin d'une interface qui soit extrêmement facile. Ma dernière question, puisqu'on approche de la fin de cette table ronde, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre vision des stratégies de contenu. Quelle stratégie de contenu adopter, dans quel contexte peut-être prendre, je sais pas, un ou deux exemples en fonction de ce qui vous vient, pour dire, voilà, dans un contexte bien particulier, voilà la stratégie de contenu qui a bien fonctionné, et comment est-ce qu'on peut travailler dans cette direction-là avec les organisations présentes ici. Alors, ça me fait penser, là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la notion d'extranet. Et moi, j'ai deux exemples, Symantec avec Connect, où en fait, il y a 800 000 membres sur le site. Et ces gens-là vont proposer des améliorations. Et Infovista, MyInfovista, qui est un extranet aussi pour tous ses clients, et toutes les demandes d'amélioration, etc., passent par là. Donc en fait, ils profitent de l'intelligence partagée de leurs clients, des améliorations suggérées, des bugs qui sont remontés, etc., grâce à ces outils où la contribution, en fait, le contributeur, il trouve un intérêt parce qu'il pourra avoir une réponse positive, plus ou moins rapidement, mais au moins il a posé son problème, et ça donne des résultats assez intéressants en termes d'amélioration des produits ou des services. Donc là, c'est dans une optique où effectivement ça a été fait, cet extranet a été fait dans une optique d'amélioration de l'interne. On s'est dit, où est-ce qu'on peut récupérer de l'information, des contenus qui vont nous permettre de nous améliorer? Ah ben tiens, justement, tous nos clients, ils ont un extranet, on va leur proposer, c'est ça l'idée? Non, en fait, les clients ouvrent un compte sur l'extranet et soumettent leurs demandes. Ça rejoint un petit peu ce que disait Marc tout à l'heure. Je change le micro. Manque de piles en fin de journée. L'idée sous-jacente, c'est qui a l'information intéressante. En fait, souvent, c'est le client a l'information intéressante sur une amélioration qu'il aimerait avoir, et c'est lui qui va la suggérer. Donc, on va la prendre là où elle se trouve. Et comme ils sont des milliers,
Ils vont pouvoir pousser aussi un système de vote. En fait, que pensez-vous de ils peuvent faire remonter en fait une demande sur une amélioration grâce à des votes. Et le fournisseur en fait va privilégier, il va traiter en priorité les demandes qui sont les plus courues, si je puis dire. Un peu sur le même sujet, et je vais finir en prêchant un peu pour ma paroisse. Nous, on a exactement le même genre de cas d'usage sur le site xwiki.org, qui est le site de la communauté open source autour du logiciel XWiki, qui est donc un wiki ouvert à la contribution et qui permet facilement d'ajouter et de modifier des contenus, et où on voit très régulièrement des contributeurs, des gens qui ont donc installé le logiciel ou qui ont essayé de faire des choses avec, qui se posent des questions les uns aux autres, qui vont se répondre, qui vont aller publier des tutoriels d'installation sur des configurations nouvelles, qui vont aller expliquer comment est-ce qu'ils ont fait une intégration, comment ils ont branché XWiki avec un autre outil, et d'une façon générale, faire vivre le site, l'alimenter en contenu de façon spontanée, et quelque part rendre à la communauté ce qu'elle leur donne en leur fournissant un logiciel open source, libre et gratuit. Et donc, on n'est pas vraiment sur une motivation directement marchande, mais on a des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui ont un outil qui leur permet de s'aider les uns les autres, et qui vont aller contribuer à des contenus dans cette logique-là. Sur la notion de stratégie, enfin, ce que vous verrez, je pense, ce qui va arriver très bientôt, c'est déjà présent dans l'iframe, et ça le sera encore plus en fin d'année, c'est... globalement, c'est sortir tous les responsables de com de cette notion de profiling, etc., etc. Je m'explique. Normalement, les futurs outils que vous utiliserez dans 1 ou 2 ans, s'ils sont à l'état de l'art en tout cas, vous pourrez normalement produire du contenu, classiquement, d'accord, pas forcément le structurer derrière, c'est-à-dire ne pas forcément le positionner exactement en haut à gauche parce que c'est le mot du président, etc. C'est-à-dire vous pourrez produire du contenu et vous aurez une contextualisation qui sera implicite par les visiteurs. Je m'explique, c'est globalement si vous allez sur... bon, je ne vais pas vous donner de site, mais... si, le site de la CCIP. Si vous allez sur le site de la CCIP, il y a toute une notion de moteur de règles derrière, de contextualisation. Et globalement, quand vous allez sur ce site-là, si, par exemple, je suis intéressé par la création d'entreprise, je vais cliquer sur le lien création d'entreprise. Et ben, vous verrez que le contenu, automatiquement, va changer. D'accord ? Et ce qu'on va me proposer, c'est... la prochaine formation sur la création d'entreprise qui a lieu le 25 juin, c'est d'acheter le livre « Comment créer son entreprise » et puis tout un tas d'informations liées à l'entrepreneuriat. Donc là, on sort complètement de cette notion « je produis du contenu » qui est figé, qui va à tel endroit et qui est destiné à tel public. Donc on produit un contenu et derrière, en fait, c'est tout un ensemble d'aspects techniques en fait, qui vont vous permettre de l'afficher correctement en fonction du profil du visiteur. Je vais prendre un autre exemple. Dans un intranet, en fait, c'est une entreprise, ils ont des profils, ils ont des gens qui ont des étiquettes avec des compétences. Et ce qu'ils veulent faire dans leur intranet, en fait, c'est à travers la création des contenus, à un moment donné, identifier des expertises qui ne sont pas sur l'étiquette ou le badge de la personne. Et de façon à faire remonter en fait les expertises des uns et des autres. Donc ça fait partie vraiment de leur stratégie. C'est à travers la création de contenu, on finira par identifier assez rapidement des gens qui sont compétents sur tel ou tel sujet, alors qu'on ne le savait pas jusque-là par définition. Effectivement, les contenus sont le sous-jacent de beaucoup de choses en entreprise. On travaille tous avec des mails, des documents, etc. etc. Et aujourd'hui, beaucoup disent que c'est le sang de l'entreprise. Tout ce qui circule à l'intérieur de l'entreprise en termes de contenu, c'est vraiment ça qui en fait la valeur. Et je vous remercie pour vos contributions. Dernière petite synthèse, peut-être, elle découle un peu de la préparation, mais je pense qu'on ne s'est pas trop contredit dans cette table ronde par rapport à ce qu'on en a dit. Donc vraiment, la production de contenu, la facilitation de production de contenu, en tout cas, elle va passer par la conduite du changement. On l'a évoqué rapidement au démarrage de cette table ronde, mais pas forcément en profondeur. C'est quelque chose qui nécessite effectivement que les gens changent un petit peu d'habitude par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Donc les outils vont aider, bien sûr, mais tout le monde doit devenir un peu plus responsable des contenus qui sont produits et s'impliquer éventuellement dedans. Tout ce qui est ouverture, donc là on va parler aussi bien technique, on va parler... de l'ouverture du scope des gens qui sont capables de proposer des contenus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Tout ça, c'est également une tendance de fond avec les RSE qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont producteurs de contenu, sont auteurs de contenu.
La réutilisation, simplement parce qu'aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà, il y a quand même une vague de fonds dans les organisations qui vise à désiloter les conteneurs d'informations, donc soit les bases documentaires, les sites internet, les intranets, tout ça c'est en train, pas forcément de fusionner, mais de beaucoup mieux communiquer en tout cas qu'il y a quelques années. Et la réutilisation, on en a largement parlé, est quelque chose d'extrêmement important. Et puis dernier point, c'est la valorisation. Donc c'est à la fois la valorisation des contenus. Léon a évoqué également le fait de valoriser le contenu et ou l'auteur du contenu. Et c'est vrai que ça entre dans la dimension stratégique. Qu'est-ce qu'on veut valoriser en entreprise finalement? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que les personnes qui font le contenu sont peut-être pas des fois plus importantes que les contenus eux-mêmes? Voilà. Et finalement, si on aborde de façon assez globale et macroscopique la problématique, je pense qu'on peut relativement synthétiser à ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais omises éventuellement? Non. Eh bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas, ces messieurs sont présents à côté sur leur stand respectif, et puis tout de suite maintenant on a la keynote de fin, donc on va avoir pas mal de monde qui va arriver. Si vous voulez une place assise, je vous conseille de rester où vous êtes. Merci beaucoup. Merci.